En août 1944, lorsque 8000 soldats allemands faits prisonniers en Bretagne furent dirigés vers les fermes des environs pour y travailler, ils se persuadèrent qu'il s'agissait d'une farce cruelle. Les gardiens français leur offraient du pain tout frais, du cidre et des repas chauds 3 fois par jour. Une telle largesse paraissait si inconcevable qu'ils y voyaient un piège. Comment ces prisonniers nazis, imprégnés de l'idéologie de la race supérieure, pouvaient-ils admettre que des Bretons considérés comme arriérés les traitaient mieux que l'Allemagne ne le faisait avec ses propres citoyens? Août 1944. La guerre s'achevait en Bretagne. Les troupes américaines et les résistants français venaient de chasser les occupants après 4 années d'oppression allemande. À Rennes, les habitants osaient enfin sortir sans crainte. Les drapeaux tricolores reprenaient place aux fenêtres. Pourtant, l'euphorie de la libération se heurtait à une réalité brutale. La France manquait de tout. Les échoppes restaient presque vides. Chaque foyer dépendait de tickets de rationnement pour se procurer le minimum vital. Un adulte touchait 350 grammes de pain quotidien, 90 grammes de viande par semaine et 500 grammes de sucre mensuel. Des quantités bien maigres. Au milieu de ce désordre, les forces françaises et alliées avaient arrêté environ 8000 soldats allemands dans la région. Ces hommes, qui avaient tenu la Bretagne pendant 4 ans, étaient à présent captifs. Le gouvernement provisoire de la République devait trancher leur sort. Conformément à la Convention de Genève de 1929, les prisonniers de guerre devaient bénéficier d'un traitement humain. La France veillait à respecter scrupuleusement cette obligation, même si les Allemands n'avaient pas toujours été cléments avec leurs captifs français. Le camp de Rennes abritait 2300 d'entre eux sur les 8000 arrêtés. Des baraquements en bois ceint de barbelés, flanqués de miradors à chaque angle, patrouillés jour et nuit par des gardes français armés. Parmi ces détenus figurait Hans Müller, caporal de 23 ans originaire de Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Avant le conflit, il exerçait le métier de boulanger au village paternel. Il avait une petite sœur, Greta, âgée de 8 ans lors de son départ sous les drapeaux. Hans arborait cheveux blonds et yeux bleus. Il mesurait 1,75 m, trapu mais robuste. Ses mains portaient encore les stigmates du pétrissage, malgré 2 années de front. Il côtoyait dans sa baraque 30 autres Allemands. Klaus, son voisin de lit, cultivait la terre en Prusse. Willy venait de Berlin où il enseignait. Otto réparait des moteurs à Hambourg. Tous avaient cru à la victoire allemande, bercés par les harangues de Hitler évoquant 1000 ans de gloire. À présent, ils végétaient en captivité. La propagande nazie les avait abreuvés d'idées sur les Français. Un peuple faible et dégénéré, la Bretagne en particulier, avec ses paysans et pêcheurs attardés. Les officiers répétaient que les Allemands formaient une race élue pour régner sur l'Europe. Hans avait tout gobé. Durant l'occupation, il avait constaté la soumission française, la terreur dans leurs regards, un écho à ses leçons. Désormais, tout s'inversait. Hans était le captif, les Français les maîtres. Dans son esprit, le châtiment ne tarderait pas. Les Allemands s'étaient montrés impitoyables. Razzias alimentaires, déportations forcées vers l'Allemagne, exécutions de résistants. Hans anticipait une revanche sanglante. L'angoisse lui nouait les entrailles jour après jour. Le 15 août au matin, le commandant français convoqua tous les prisonniers sur la place d'Armes. Cet officier quinquagénaire, vétéran de carrière, avait livré bataille en 1940, connu la captivité outre-Rhin avant de s'évader pour rallier la résistance. Il avait vu la guerre sous tous les angles. Il grimpa sur une caisse pour dominer l'assemblée. Un interprète relayait ces mots en allemand. « Messieurs », lança-t-il, « Hans Tika, on les nommait messieurs, non pas number ou chien. La France requiert des bras pour sa reconstruction. Par la Convention de Genève, nous pouvons vous employer. Vous serez rémunérés, logés, nourris décemment. » Les prisonniers échangèrent des regards sceptiques. Salaire, repas, trop idyllique. Certains flairaient la moquerie d'un emploi banal au champ. Le commandant poursuivit. 2000 calories journalières, soins médicaux assurés, correspondance familiale permise, repos dominical. Hans en restait bouche bée. En Allemagne, les prisonniers soviétiques n'avaient que 800 calories quotidiennes et nombre d'entre eux en mouraient de faim. Les captifs français y trimaient à 12 heures par jour, sans un seul jour de repos. Demain, annonça le commandant, les premiers groupes iront aux champs dans les fermes bretonnes. Les agriculteurs manquent de bras pour les moissons. Un frisson d'étonnement traversa les rangs des Allemands. Des fermes, et non des mines ou des ateliers. Klaus glissa à Hans. C'est un coup monté. Ils nous emmèneront ailleurs pour nous abattre. Parler de ferme, c'est se payer notre tête. Mais Hans scrutait le commandant avec attention. L'officier semblait sincère, sans trace de méchanceté. Les sentinelles françaises ne molestaient pas les prisonniers, et elles leur offraient même des cigarettes de temps à autre. C'était incompréhensible, vraiment bizarre. Cette nuit-là, Hans resta éveillé, l'esprit tourné vers le jour à venir. Que leur réserveraient ces exploitations bretonnes? Au matin, un camion militaire français stationnait à l'entrée du camp.
Hans grimpa à bord avec d'autres détenus, dont Klaus, Wilhelm et Otto. Les gardiens, armés mais décontractés, fumaient en bavardant. Le véhicule roula 1 heure sur les chemins ruraux. À travers la toile, Hans découvrait la Bretagne. Prairies verdoyantes, vaches paisiblement au pâturage, masures en granit. Une sérénité totale, loin des ruines allemandes ravagées par les bombes alliées. Le camion freina devant une vaste ferme aux abords de Pontivy. Un homme d'une 50aine d'années les accueillit. Yves Legoff, le maître des lieux, en béret noir, chemise bleue et velours côtelé marron. Son visage rubicond et ses grosses mains de labeur trahissaient l'homme de la terre. Il arborait un large sourire. Hans s'interrogeait, pourquoi accueillir ainsi des adversaires ? Allez les garçons, lança Yves en français, que l'interprète rendit en allemand. 30 hectares de patates à cueillir. Du boulot, mais on s'y mettra bien. Début à 8 heures, pause vers 10, repas de midi et fin à 17 heures. Hans fit vite le calcul. 8 heures de peine seulement. En Allemagne, les usines d'armement exigeaient 12 heures au bas mot. Encore un mystère. Se moquait-on d'eux en les traitant comme de simples journaliers? Yves les guida jusqu'au champ. La terre, encore perlée de rosée, exhalait son parfum frais de labour. Hans se courba et se remit à la tâche, ses gestes revenant d'instinct. Les tubercules bretons étaient imposants et abondants, signe d'un sol fertile. Mentalement, il estima au moins 35 quintaux à l'hectare. Formidable. Chez lui, la guerre et la disette d'engrais avaient ramené la récolte à 15 quintaux. À 10 heures, Madame Legoff surgit avec sa charrette. Petite et replète, tablier fleuri, elle trimballait du café brûlant en bidon, du pain croustillant et du beurre authentique, doré et onctueux. Hans n'en avait pas goûté depuis 2 ans. En Allemagne, c'était de la margarine à base d'huiles artificielles. Il croqua dans la tartine, une explosion de saveurs, à 2 doigts des larmes. Mangez, mangez, insistait Madame Legoff en souriant, versant elle-même le café au captif. Klaus souffla à Hans. Pourquoi nous filer de la vraie nourriture? Hans resta muet, rien ne collait avec leur leçon d'avant. Le midi apporta le clou du spectacle, une marmite géante fumante, soupe roborative au lard fumé, pommes de terre, carottes et poireaux. L'arôme enivrait. Chacun eut son assiette garnie, 300 grammes de pain tout frais et un verre de cidre pétillant. Hans savoura la soupe, dense et relevée à point, en mâchant posément. Wilhelm, l'enseignant berlinois, avait les yeux humides. Ma famille, en Allemagne, mange plus pauvrement que nous, les prisonniers. C'était exact. Les courriers du pays évoquaient 1200 calories pour les civils, des queues interminables pour du pain gris, des potages fades à l'eau de vaisselle. Les journées s'enchaînèrent, rythmées par cette habitude bienheureuse. Le camion matinal, le labeur au champ ou à la ferme et ses festins partagés sans compter. Les fermières bretonnes ne se réservaient là pas les plats fins. Tantôt des crêpes beurrées à la confiture de fraises, tantôt du poisson tout frais de l'Orient, cuit aux herbes. Le dimanche, pause absolue et parfois un phare breton, ce gâteau moelleux aux pruneaux. Hans s'initiait aussi au système agricole local. Les laiteries coopératives tournaient comme une horloge. Celle de Pontivy brassait 500 000 litres de lait mensuel. Les cultivateurs se serraient les coudes pour les grosses corvées à Pontivy ou ailleurs. Les outils mécaniques, rares mais bien partagés, étaient gérés avec une remarquable efficacité. Cette Bretagne, qu'on lui avait dépeinte comme un pays attardé, se révélait en réalité d'une organisation exemplaire. Un soir, durant la pause, Yves Legoff vint s'asseoir auprès de Hans. Il sortit sa pipe et l'alluma posément. « Tu sais, dit-il d'un français mesuré pour se faire comprendre, mon fils est prisonnier en Allemagne depuis 1940. » Hans baissa le regard, confus et gêné. « Mais non, reprit Yves, ce n'est pas toi qui l'as capturé. Tu es un garçon comme lui, exilé loin de ta maison. » Hans commençait à saisir une vérité essentielle. Les Bretons ne le considéraient tout plus comme l'Allemand ennemi, mais comme Hans, un jeune ouvrier de leur champ. Ils avaient su préserver leur humanité après 4 années d'occupation. Cela échappait totalement à quiconque avait été bercé par l'idéologie nazie qui exigeait d'anéantir l'adversaire sans la moindre compassion. Le plus déconcertant restait le salaire, 15 francs par jour, identique à celui des journaliers français. Hans achetait du tabac, du savon et du papier à lettres à la cantine du camp. Il parvenait même à envoyer quelques sous à sa famille en Allemagne. Un prisonnier qui touchait un revenu et le faisait parvenir chez les siens. En Allemagne, les captifs russes périssaient par milliers dans les camps, sans paix ni pitance adéquate. Chaque soir, de retour au camp, Hans et ses compagnons échangeaient sur leur journée. Chacun vivait la même expérience dans des fermes distinctes. Tous en étaient bouleversés. En résumé, ou bien les Français étaient l'eau fou, ou bien tout ce qu'on leur avait seriné était un mensonge. Hans s'inclinait de plus en plus vers cette seconde hypothèse. La France, battue sur le champ de bataille, paraissait plus aisée et plus humaine que l'Allemagne prétendument triomphante. Comment expliquer cela? L'hiver s'installa en Bretagne en décembre 1944.
La neige saupoudrait parfois les champs. Hans œuvrait désormais dans la grange de la ferme Legoff, réparant les instruments et entassant le bois pour la saison froide. Il baragouinait un peu le français à présent, grâce aux quelques mots glanés auprès des fermiers. Yves Legoff lui avait prêté un vieux dictionnaire franco-allemand. Le soir, à la flamme vacillante d'une bougie dans sa hutte, Hans mémorisait du vocabulaire neuf. Le 23 décembre, Yves Legoff s'approcha de Hans et Klaus, occupés à travailler aux étables. Les vaches exhalaient une vapeur blanche dans l'air glacé. L'arôme du foin et du lait tiède imprégnait les lieux. « Demain, c'est la veillée de Noël », annonça Yves d'une voix lente. « Ma femme et moi, nous voudrions vous convier à partager notre repas. » Hans crut à une méprise. Il jeta un œil à Klaus, tout aussi ébahi. « Nous inviter à Noël ?» balbutia Hans dans son français approximatif. « Oui, » assura Yves. « Vous êtes si loin de vos proches. Personne ne mérite la solitude en cette nuit. » Hans sentit un nœud dans la gorge. En Allemagne, on lui avait inculqué que les Français étaient des êtres inférieurs, dépourvus de valeurs chrétiennes. Et voilà qu'un paysan breton tendait sa table de Noël à ses prisonniers ennemis. Klaus et Hans acceptèrent, un peu désemparés. Le 24 décembre au soir, un garde français les escorta jusqu'à la ferme. La nuit était profonde. Les étoiles scintillaient dans le ciel limpide. Une fumée blanche s'élevait de la cheminée. Par les carreaux filtrait la lueur chaleureuse des lampes à huile. Hans frappa à la porte. Madame Legoff l'ouvrit, rayonnante. « Entrez, entrez, vous allez geler !» L'intérieur embaumait, un parfum de pain au four, de viande rôtie et de pommes cuites. Un grand sapin, orné de rubans rouges et de pain d'épices dorés, dominait un angle. Sur la table, une nappe blanche ajourée, les plus belles assiettes du foyer. Hans n'en revenait pas. C'était une authentique fête de Noël, comme avant-guerre. Les deux fils étaient présents. Pierre, qui avait intégré la résistance l'an passé, et Jean, 16 ans, aide à la ferme. Ils observèrent les Allemands avec curiosité, sans animosité. La grand-mère, assise au coin du feu, tricotait en les toisant de ses yeux pétillants. « Installez-vous », proposa Yves en indiquant deux chaises. Hans et Klaus s'y posèrent, tendus et gauches, mais Madame Legoff servit du cidre chaud épicé. Les senteurs de cannelle et de clous de girofle s'exhalaient des bols. Hans avala une gorgée, un nectar doux et apaisant. Peu à peu, il se relâcha. Le dîner s'ouvrit sur des huîtres de Cancale. Hans n'en avait jamais goûté. Yves lui apprit à les décortiquer et à les déguster avec un trait de citron. La saveur iodée de l'océan envahit son palais. Suivit une soupe de poisson à la rouille et au crouton, puis un chapon rôti accompagné de marrons et de légumes. La chair fondait, juteuse, les châtaignes se dissolvaient en bouche. Hans mâchait avec lenteur, se délectant de chaque mets. Il songea à sa famille en Allemagne. Sa mère lui avait écrit qu'à Noël, ils auraient sans doute un peu de viande de cheval et des rutabagas. Ici, il se régalait comme un monarque. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il tenta de les dissimuler, mais Madame Legoff les remarqua. Elle effleura son épaule avec douceur. « Je sais, murmura-t-elle. C'est terrible d'être séparé des siens à Noël. » Ce contact anodin fit céder quelque chose en lui. Les pleurs ruisselèrent librement sur ses joues. Pour la première fois depuis sa capture, il sanglotait. Honte, trouble et reconnaissance se mêlaient en lui. Klaus avait lui aussi les yeux embués. Yves versa un verre de calvados à chacun. « À la paix !» lança-t-il en levant le sien. « À la paix !» reprirent-ils tous en chœur. Après le repas vint la bûche de Noël artisanale, un rouleau de génoise fourré de crème au beurre et au chocolat, un trésor inconcevable en pleine guerre. Pierre, l'aîné, évoqua comment il avait détruit un pont pour bloquer la retraite des Allemands. Il narrait cela sans amertume, tel un épisode banal du conflit. Jean raconta son frère captif en Allemagne depuis 1940. « 4 Noëls sans lui », soupira Madame Legoff d'une voix attristée. Anne saisit soudain l'ampleur de la situation. Cette famille, avec un fils prisonnier outre-Rhin et un autre ayant lutté contre les Allemands, invitait à sa table de Noël 2 soldats ennemis. Il prodiguait leurs mets les plus fins, leur affection, leur compassion à d'anciens oppresseurs. Cela défiait tout ce qu'on lui avait inculqué. La grand-mère, muette toute la soirée, se dressa abruptement. Elle s'approcha de Hans et Klaus. De sa poche, elle tira 2 paires de chaussettes en laine. « Je les ai tricotées pour vous », dit-elle d'une voix rauque. « Ils gèlent dans les baraquements. » Hans saisit les chaussettes, épaisses, douillettes, idéales. Cette aïeule française avait filé de la laine pour des Allemands. Il éclata en sanglots incontrôlables. Au camp, cette nuit-là, Hans ne trouva pas le sommeil. Il ralluma sa bougie et ouvrit son carnet. Il y consignait ses pensées depuis le début de sa détention. Ce soir de Noël, 1944, il griffonna. « Tout ce qu'on m'a enseigné est un mensonge. Les Français ne sont pas inférieurs. Ils nous surpassent peut-être, mais pas comme on le prétendait. Leur grandeur réside dans le cœur, dans l'âme. Nous, la soi-disant race maître, nous agonisons de faim en Allemagne, tandis que les Français divisent leur pain avec leurs captifs. Nous avons perdu la guerre, certes, mais bien davantage. Nous avons égaré notre humanité. Eux l'ont préservée. Les Tinnae, il poursuivit.
Cette famille, les Goff, ces humbles Bretons, m'ont offert une leçon que 1000 revers au combat n'auraient-ils su dispenser. La véritable puissance d'un peuple ne gît ni dans ses armes, ni dans une suprématie raciale fantasmée. Elle tient à sa faculté de demeurer humain face à l'épreuve. La France a capitulé en 1940 sur le champ de bataille, mais son esprit est intact. L'Allemagne a triomphé dans bien des escarmouches. Pourtant, elle a sacrifié son âme en troquant Hitler. Chez Jérôme, Hans se songea aux 4 millions de prisonniers allemands en France. Combien traversaient la même épiphanie, combien démasquaient le fiel de la propagande nazie. Partout en France, paysans, artisans, foyers modestes traitaient dignement leurs ex-adversaires. Voilà la victoire authentique des Français. Muets des fanatiques, en être dubitatifs, interrogatifs, éclairés. Le lendemain, Hans reprit le chemin de la ferme Legoff. Yves lui serra la main, comme à l'accoutumée. Madame Legoff lui tendit un colis. Les restes de la bûche, glissa-t-elle avec un sourire complice. La gorge serrée, Hans la remercia. Il pressentait qu'il n'était plus le même homme. La Bretagne, qu'on lui avait dépeinte comme primitive, lui avait révélé l'essence de la vraie civilisation. Mais 1946, le convoi cahotait vers l'Allemagne. Hans contemplait le paysage par la vitre. La France s'effaçait une ultime fois. Les prairies verdoyantes de Champagne, les hameaux aux tuiles rouges, les flèches des clochers. 2 années de captivité s'achevaient. Son baluchon abritait 50 kg de vivres. Les Legoff avaient tenu à lui offrir un jambon fumé à leur foyer, 10 kg de pommes de terre, du beurre salé breton dans du papier paraffiné, des bocaux de pâté et une flasque de calvados dissimulée parmi les effets. Klaus voyageait à ses côtés. Wilhelm et Otto occupaient le même compartiment. Tous les Allemands rapatriés filaient chez eux. Certains entonnaient des airs, d'autres gardaient le mutisme. Hans appartenait à ces derniers. Il méditait sur ce qu'il attendait outre-Rhin. Les dernières nouvelles de sa mère dataient de 3 mois. Elle décrivait les décombres, la disette, le gel, Munich rasé par les bombes, leur quartier ravagé à 70%. Le train franchit la frontière à Kehl. Hans aperçut les premiers GASI, puis les ruines des premières bourgades allemandes. Des monceaux de gravats, des façades calcinées dressées telles des chicots brisés, des veuves en deuil triant les débris, des gamins faméliques aux regards immenses quémandant à proximité de la station. Hans se raidit les poings, c'était bien pire que dans ses pires cauchemars. À Stuttgart, escale imposée, transbordement, la gare n'était plus qu'une moitié d'édifices effondrés. La foule guettait un convoi sur fond de ruines, les habits râpés, reprisés à l'infini, les traits tirés, blafards de faim et d'épuisement. Une mère et ses 3 mioches troquaient des bijoux hérités contre une miche de pain. Un vétéran manchot grattait son accordéon pour une poignée de pfennig. Hans évoquait les exploitations bretonnes florissantes, les bêtes dodues, les rejetons potelés des Legoff. Le convoi pour Munich débordait, exilés de l'Est fuyant les soviétiques, captifs fraîchement relâchés comme lui, épouses en quête d'un époux évanoui dans la nature. Une puanteur infecte régnait, transpiration, saleté, abattement. Hans cramponna son baluchon. L'odeur du jambon perçait la toile. Les autres n'avaient rien à se mettre sous la dent. Il n'osa pas l'entr'ouvrir. Munich, enfin, sa ville natale lui était étrangère. La gare principale n'était qu'un amas de ferraille tordu. La Marienplatz, l'âme de la cité, gisait en champ de décombres. La Frauenkirche voûtait un ciel sans toiture. Hans s'enfonça dans les artères dévastées. Ses semelles crissaient sur les éboulis. Il lui fallut parfois franchir des tas de moellons. Une âcre senteur de cendres et de cadavres stagnait aux 4 coins. Son quartier ou son ombre, sur 30 bâtisses, 7 tenaient encore debout. La pâtisserie paternelle n'était plus qu'un monceau de pierrailles. Hans repéra le numéro 15, la demeure des siens. Par miracle, elle tenait bon, quoique toiture ajourée et carreaux remplacés par du Bristol. Il toqua, la porte pivota. Sa mère avait pris 10 ans d'un coup. Chevelure blanchie, traits ravinés, paumes frémissantes. Elle le dévisagea tel un revenant, puis hurla de joie et l'étreignit. Elle ne pesait guère plus qu'une plume. Hans devinait ses os sous l'étoffe élimée. Mon garçon, sanglotait-elle. Son père surgit, lui aussi émacié. Joue cave, orbite creusée. Ils pénétrèrent dans la cuisine glacée. Ni feu ni lumière électrique. Une chandelle baignait la salle. Sur la table, le dîner, potage limide agrémenté de navets, une tranche de pain bis par tête. Leur pitance journalière, 1200 calories quotidiennes pour un adulte. Hans déballa son sac, en tira le jambon. Sa mère lâcha un cri. Aucune viande pareille depuis des lustres. Elle tailla d'épaisses rondelles, l'arôme fumé embauma les lieux, le père y planta les dents et fondit en larmes. Sa cadette Greta, 14 printemps désormais, dégustait à petites bouchées, comme un mets divin. Hans ajouta beurre, patates, boîte de conserve.
Sa mère palpait chaque don comme un joyau. D'où vient tout ce bien interrogea-t-elle. Hans évoqua la Bretagne, les ports, les festins, la bonté ambiante. Ses parents buvaient de ses paroles, incrédules. Ils vous régalaient ainsi, vous autres prisonniers. Son père peinait à y adhérer. Mais nous, on laissait crever les Russes de faim. Des millions ont péri. Hans secoua la tête. Je sais, père, c'est pourquoi les Français ont remporté la victoire. Pas par les armes, mais par l'humanité. Le père détourna le regard confus. Les semaines filèrent. Hans traqua un gagne-pain. La boutique familiale était en cendres, sans fonds pour rebâtir. Il décrocha un poste dans une boulangerie des Américains, qui ravitaillait l'armée d'occupation. Paix modeste, mais surplus de pain occasionnel. Hans fuyait les clubs d'ex-militaires, leurs harangues belliqueuses le révulsaient. Il n'avait rien retenu. Un matin, missive de France. Les Legoff lui mandèrent des nouvelles. Leur garçon était revenu d'Allemagne, amaigri mais sain et sauf. Il joignait une image de la moisson récente. Hans répliqua, il dépeignit les décombres, la disette, mais aussi la flamme de la Renaissance. Une Allemagne authentique, édifiée sans fiel, ni mirage d'égalité raciale. En 1950, Hans lança sa boulangerie, modeste, impeccable. Il engagea d'anciens captifs partageant sa métamorphose. Il pétrissait un pain généreux, à vil prix pour le voisinage. Il conservait la formule du phare breton de Madame Logoff. Il en confectionnait parfois, nostalgique de cette terre. En 1955, il avait thésaurisé pour voguer en France avec son épouse et ses 2 gosses. Le rail franchit la limite. Fini les ruines. L'Allemagne renaissait, la France pareillement. À la gare de Pontivy, Yves Legoff l'attendait, vieilli, mais sourire intact. Il l'enlaça. Mon copain Bosch, lâcha-t-il sobrement. Hans versa des larmes. Les enfants s'interrogeaient sur les larmes de leur père. À la ferme, Madame Legoff avait mitonné un repas somptueux. Les fils, élégants auprès de leurs proches, étaient réunis. La grand-mère, âgée de 90 ans désormais, avait fait le déplacement. Elle saisit les mains de Hans. « Tu comprends » lança-t-elle. « On passe d'ennemi à ami d'un jour à l'autre. Voilà ce qui définit l'humanité. » Hans hocha la tête. Elle avait parfaitement raison. Le soir venu, installés sous le pommier centenaire, Yves et Hans sirotèrent du Calvados. « Tu sais, Hans, reprit Yves, la véritable triomphe de la France n'était pas la victoire militaire, mais changer des adversaires comme toi en compagnon. Prouver qu'on pouvait demeurer humain au cœur des heures les plus sombres. » Hans leva son verre. « C'est la leçon la plus précieuse de mon existence, Yves. Vous m'avez révélé ce qu'est la vraie civilisation. » En 1985, devenu grand-père, Hans narrait encore ce récit à ses petits-enfants. « N'oubliez jamais, insistait-il, une nation qui préserve ses principes humains, y compris dans l'épreuve de la défaite, reste indomptable. Les Bretons nous ont démontré que la force authentique ne réside ni dans les fusils, ni dans la suprématie, mais dans la faculté de reconnaître l'humain chez l'adversaire. J'avais quitté la Bretagne en prisonnier nazi fanatique. J'en suis reparti transformé en homme. Voilà l'exploit français authentique. » Muer la rancune en empathie, l'ennemi en allié. Une sagesse que tout le monde gagnerait à retenir. Hans s'éteignit en 1992. Ses enfants adressèrent une missive au Legoff. Pierre, l'aîné devenu patriarche, répliqua. Votre père incarnait la preuve que l'humanité l'emporte sur la sauvagerie. Il avait saisi notre enseignement. Nous sommes honorés d'avoir été ses amis. Le cercle se refermait, l'épopée perdurait.